bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau débat du commerce international organisé par la Fabrique de l'exportation. Et ce débat donc étant sur le thème de l'impact des droits de douane américains sur l'industrie automobile mondiale. Merci à Thierry Meyer d'avoir accepté de nous présenter ses travaux et ses analyses sur ce sujet. Donc la politique commerciale américaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est au centre de l'actualité depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui se proclame comme un grand amateur des droits de douane, tariff man. Et on peut dire que depuis qu'il a pris cette fonction, il a effectivement utilisé cet outil de manière massive vis-à-vis d'à peu près d'ailleurs tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Et donc c'est une politique générale, mais le secteur de l'automobile au sein de cette politique, comme d'autres, un petit peu l'acier, l'aluminium, étant des secteurs favoris de Trump, c'est un peu le symbole de la puissance industrielle américaine traditionnelle, puissance évidemment industrielle qui est fortement bousculée depuis quelques décennies par les concurrents internationaux, mais aussi évidemment une partie importante de sa base électorale. C'est donc un secteur très très exposé aux mesures tarifaires de Trump et d'autres. Et c'est un secteur dans lequel aussi il est assez difficile de mesurer l'impact de ces mesures, car c'est une industrie, l'automobile, une industrie très internationalisée, mondialisée, avec des chaînes de valeur très complexes. Et donc, il est parfois difficile d'apprécier l'impact de ces mesures. Et c'est pour cela que nous remercions particulièrement Thierry Meyer d'avoir accepté de nous présenter ses vues sur ce sujet complexe. On peut dire, je crois, que Thierry est un des meilleurs spécialistes de ce sujet. On peut présenter rapidement, Thierry a obtenu son doctorat d'économie à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne en 2010. Puis, il a d'ailleurs soutenu sa thèse de doctorat qui s'intitulait déjà Comportement stratégique de localisation des firmes multinationales, qui était déjà au cœur de ce sujet dès le début. Il a été classé premier à l'agrégation d'économie, puis il a été maître de conférence à Paris 1, puis professeur à Paris 11, et depuis une dizaine d'années, ou 15 années même, il est prof d'économie à Sciences Po. Il est également membre de la Société d'économétrie et ses recherches et ses travaux, de nombreuses publications, portent en particulier sur la géographie économique et les échanges commerciaux. Il a également obtenu pour ses travaux la médaille de bronze du CNRS parmi d'autres distinctions. Il est aussi conseiller scientifique du CEPI, et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une réunion du CEPI, une présentation de CAB, que nous avons, que j'ai personnellement, et je crois Sylvia aussi, découvert ces travaux, et qui nous a paru extrêmement intéressant qu'on puisse aussi les présenter devant le Fabrique d'exportation, car je crois qu'ils sont vraiment d'une pertinence assez intéressante, surtout évidemment dans le contexte actuel. Donc voilà la présentation que je voulais faire rapidement, et sans plus d'avant, je donne la parole donc à Thierry pour nous présenter ses travaux, en rappelant à chacun évidemment qu'il vaut mieux se mettre sur mute si c'est possible, pour éviter les interférences. Une demi-heure de présentation après, comme d'habitude, et ensuite évidemment Thierry Meyer acceptera de répondre à toutes vos questions comme prévu. Thierry, la parole est à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup aussi de m'avoir rajeuni de 10 ans, car j'ai défendu ma thèse en 2000 et non pas en 2010. Donc ah oui, pardon. C'est très agréable dans ce sens-là. Effectivement, portait déjà sur la localisation des investissements directs et des firmes multinationales, en partie sur l'automobile, mais pas seulement. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'espère que tout le monde voit bien le partage d'écran, c'est visible pour tout le monde. Donc, ça va être une analyse des effets des tarifs, les droits de douane imposés par l'administration Trump depuis le mois d'avril, mais pas seulement. S'intéresser de manière générale à qu'est-ce qui détermine les localisations et les flux commerciaux dans le secteur automobile.
C'est issu de travaux différents, en gros trois papiers en cours, dont un qui est publié mais qui va être mis à jour prochainement et que vous pouvez trouver sur ma page web facilement, avec Yves, qui est mon vieux co-auteur depuis 25 ans à UBC, Vincent Vicard et Pauline Vibo qui sont aussi au CEPI, et puis d'autres co-auteurs que je citerai ensuite. Alors, donc on va parler des automobiles, de droits de douane et de Trump, et on peut dire que, comme Alain l'a déjà mentionné, en ce qui est des voitures, c'est pas une nouvelle obsession, c'est en fait une obsession depuis toujours pour le président américain. Dans son premier mandat, il avait déjà demandé en 2017, enfin exigé que General Motors relocalise un modèle précis de Chevrolet du Mexique. Après, il s'est attaqué à Toyota, puis après à BMW. En 2018, il a dit qu'on allait, en fait, les États-Unis allaient mettre 25% de droits de douane sur les automobiles particulières. Ce qui s'appelle le chicken tax, c'est en fait le droit de douane qui est imposé aux pick-up, aux véhicules, donc aux pick-up trucks et à tous les camions légers. En 2019, il a aussi menacé de 25% de droits de douane les automobiles, sous une section qui s'appelle la section 232 du Code commercial américain. Donc il y a une obsession sur les voitures, une obsession sur les 25% aussi, puisque depuis le 3 avril 2025, il a choisi d'imposer un droit de douane de 25% sur toutes les automobiles importées, avec des exceptions qu'on va voir dans 2 minutes. Et aussi 25% sur tout ce qui est les pièces détachées automobiles, et donc les composants automobiles, et aussi 25% sur l'acier et l'aluminium. Et donc, l'idée de l'administration américaine et de Donald Trump en particulier, c'est qu'avec des droits de douane plus importants, on va avoir une relocalisation, ou une localisation, mais surtout une relocalisation de l'activité de production automobile et des pièces détachées de l'étranger vers les États-Unis. Et donc c'est ça l'idée, et on va pouvoir essayer ensemble, je vais vous montrer des travaux qui essaient de voir quels sont les différents impacts et qu'est-ce qu'on peut dire un peu de structuré et de quantitatif sur cette hypothèse qu'en mettant les droits de douane, on relocalise l'activité des automobiles. Alors, c'est assez simple, entre guillemets, enfin, c'était assez simple, en tout cas en avril-mai, par rapport à d'autres biens. Donc, c'est en gros 25% sur tout ce qui est importé dans ce secteur-là aux États-Unis. Ça se rajoute aux tarifs de type de OMC, donc MFN, Nation la plus favorisée. C'est 2,5% pour les automobiles jusqu'au 2 ou 3 avril, et puis 25% pour les camions, comme je l'ai déjà dit. Et puis, c'est devenu un petit peu plus compliqué, puisque en fait, Canada et Mexique sont soumis à des droits de douane qui sont en fait inférieurs, parce qu'ils portent sur la partie qui se conforme pas aux règles de l'ALENA. Donc, c'est assez compliqué de calculer le droit de douane effectif, mais on peut en gros dire que pour le Canada et Mexique qui exportent aux États-Unis, c'est à peu près 12,5%, à peu près la moitié. Et puis, il y a des exceptions sur tout ce qui est composants électroniques qui peuvent rentrer. Aujourd'hui, évidemment, c'est une grosse part des biens intermédiaires qui rentrent dans la production des automobiles. Et puis, depuis cet été, on a donc ce qu'on appelle ce qu'ils appellent des deals. Et donc, il y a les droits de douane qui ont été mis à 10% pour ce qui vient du Royaume-Uni, avec une petite clause quand même de quota, c'est-à-dire que c'est 10% jusqu'à 100 000 véhicules et 25% au-delà. Et puis, finalement, les accords avec le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne qui ramènent ces droits de douane de 25 à 15 à partir, en gros, du 1er août de manière rétroactive si ces trois entités remplissent leur part du deal. Et donc, dans les simulations que je vous montrais tout à l'heure, c'est cela qu'on va appliquer. Alors, il y a en gros, je vais articuler, je vais principalement parler du moyen terme, mais en gros, il y a 3 horizons temporels
des effets de politique commerciale et de subventions dans le secteur automobile, mais de manière générale dans un secteur tel que l'automobile, avec des rendements croissants et des coûts très importants pour fabriquer une unité de production. Donc, à court terme, on va avoir seulement ce qui s'appelle la marge intensive, c'est-à-dire qu'on va avoir pas de relocalisation d'usine à très court terme, parce que c'est très difficile, pas vraiment de changement de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire là d'où on vient fait venir la voiture pour aller aux États-Unis, et un pur effet donc de demande, quoi. Et on estime, c'est ce que je vous ai mis là, on estime à peu près que ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire le taux de passage entre un droit de douane ou un changement de prix relatif, en fait, l'élasticité est proche de 1. Donc très souvent, on a des prix livrés aux consommateurs qui bougent de manière à peu près proportionnelle, peut-être un tout petit peu moins proportionnelle, mais en gros à peu près proportionnelle aux droits de douane. Ce qui veut dire que c'est le consommateur qui paye l'intégralité des droits de douane. Ça, c'est ce qui a été trouvé sur de très nombreux travaux, et en particulier sur les droits de douane de Trump 1. L'élasticité de la demande, c'est à peu près 3 ou 4 pour les automobiles. Et donc, je vais vous montrer que sur un autre exemple, voilà, on va avoir un effet assez important. En gros, si vous augmentez les droits de douane de 10%, vous réduisez la demande d'à peu près 30%. Donc, c'est un effet sur la marge intensive qui est élevé, qui est très élevé. À moyen terme, les entreprises vont réajuster, et en particulier vont se demander si c'est toujours intéressant de, par exemple, produire en Europe, ou produire au Canada, ou produire au Mexique, si elles ont une possibilité de sourcer leur automobile peut-être directement des États-Unis. Ou bien si vous je crois qu'il y a… d'un pays européen, c'est plus intéressant si on peut les faire venir du Mexique. Oui, j'ai quelqu'un qui pose une question. Non, il y a eu juste une petite interruption de quelques secondes du son, c'est parfait. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, mais par contre, je ne vois que mon écran pendant que je parle, donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc, à moyen terme, les entreprises vont réajuster. Donc, typiquement, elles vont peut-être changer le lieu de production d'une usine, changer le lieu de production d'un moteur pour permettre d'optimiser et de réduire les droits de douane qu'elles font payer aux consommateurs. Et puis, à long terme, on va avoir des choix de localisation d'usines. Donc, c'est ça qui est un peu le but de l'administration Trump. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Je vous en parlerai peut-être un tout petit peu à la fin, si j'ai le temps. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, il faut prendre en compte vraiment tous les choix de localisation d'usines de tous les acteurs. Et c'est des questions plus complexes. Dans toutes ces analyses, que ce soit court, moyen ou long terme, on va avoir besoin de prendre en compte en fait le réseau réel, là où sont vraiment les usines, et les usines d'assemblage et les usines de pièces détachées, enfin de composants, pour bien analyser l'impact. Alors, je commence par vous montrer une analyse à court terme. Alors là, ce n'est pas sur les droits de douane, mais c'est sur quelque chose qui intéresse la France aussi, pour tous ceux qui s'intéressent à l'automobile, quelque chose qui peut être intéressant, qu'on est en train de sortir avec des chercheurs du CREST à l'École Polytechnique, où on travaille sur quelque chose qui est donc en France, qui s'appelle le bonus pour les véhicules électriques. Donc, il y a beaucoup d'intérêt sur les véhicules électriques, évidemment, en ce moment. Et il y a une réforme de ce bonus en janvier 2024 qui contraint le bonus aux véhicules, excusez-moi, qui ont un certain score de type écologique. Et essentiellement, on va avoir dans des entreprises qui perdent leur bonus, des modèles de véhicules qui perdent leur bonus. Donc, typiquement, vous allez avoir la Dacia Spring ou la MG4 qui viennent de Chine et qui, elles, ont perdu leur bonus, alors que vous avez les modèles
produits en France avec des batteries européennes ou produits en Europe avec des batteries coréennes ou japonaises, par exemple, qui, eux, vont garder leur bonus. Donc, il y a un énorme différentiel de prix de quand même 4 000 € à l'époque, ou 5 000 € même, à l'époque, qui va s'installer à partir de janvier 2024. Et sur le graphique de gauche, vous voyez un truc tout simple, c'est la part des ventes totales par continent ou par pays d'assemblage. Et donc, on voit au 1er janvier 2024, sur la courbe rouge, c'est ce qui vient de Chine, qui s'effondre de manière assez impressionnante. C'est de 40% à peu près 15%. Et la part des voitures qui viennent d'Europe, des voitures électriques qui viennent d'Europe, qui a la courbe inverse. Et la France qui commence à rattraper ici clairement avec ce. Donc, quand on change les prix relatifs, ici, c'est vraiment sans changer du tout. C'est la pure marge intensive, donc c'est la pure effet de demande qui a un effet très important qu'on voit à droite, la part de marché moyenne de ceux qui ont perdu l'éligibilité baisse d'à peu près 15 à 20%. Et donc, c'est un effet très impressionnant qui montre que, par exemple, cette réforme de l'éco-score, ça a exactement les effets attendus en termes d'incitation à l'achat. Alors, la partie moyen terme, donc on se sert pour cette partie moyen terme d'un modèle donc, théorique et économétrique qu'on avait développé en 2019 pour analyser l'impact des droits de douane et des menaces de droits de douane de Trump numéro 1. Et donc maintenant, ça devient très pertinent pour Trump numéro 2. Et donc, on va avoir dans ce modèle ce qu'on appelle de la marge extensive, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour prendre l'exemple que j'ai donné là, imaginons qu'il y ait un droit de douane qui soit imposé sur une Yaris produite à Valenciennes. Imaginons qu'elle soit vendue aux États-Unis. Donc, on va avoir les ventes de cette Yaris qui diminuent parce qu'il y a ce droit de douane et que donc les consommateurs substituent vers d'autres modèles. Mais on va aussi avoir une possibilité qui est que peut-être, si jamais cette Yaris est produite ailleurs qu'en France et peut aussi être importée par les États-Unis avec moins de droits de douane, une possibilité de substituer comme ça ce site de production. Et potentiellement, Toyota peut aussi décider que c'est plus très intéressant de vendre la Yaris aux États-Unis et donc de plus la vendre. Et on observe vraiment ça. On a eu tout de suite après l'imposition des droits de douane, on a eu par exemple Jaguar qui a dit moi c'est plus intéressant pour moi de vendre des Jaguars avec des droits de douane à 25% et des Land Rover, donc j'arrête de les vendre jusqu'au deal de cet été. Et puis, pour donner un autre exemple, on a des droits de douane maintenant sur les véhicules chinois importés en Europe. Et donc, on a Volvo qui a décidé de rapatrier dans une usine Volvo européenne, en Belgique très précisément, un modèle qui auparavant était produit en Chine. Donc, on a ces deux marges qui permettent aux entreprises de faire ça. Alors, pour ce qui est des droits de douane de Trump, on peut calculer une sorte d'exposition de différents pays à ces droits de douane. Et donc, si on regarde ce qui est vendu aux États-Unis, donc tout ce qui est vendu aux États-Unis sur l'année 2024, donc là jusqu'à décembre 2024, sur les voitures particulières, on a à peu près 50% qui est produit aux États-Unis. Donc, eux, ils ne sont pas touchés, évidemment. On a une bonne partie qui vient du Mexique en vert et du Canada en rouge. Une partie qui vient de Corée, une partie qui vient de Japon. Donc, si on commence à rajouter tous ces pays-là, ça fait à peu près 40%. Quelques voitures qui viennent d'Allemagne, mais on voit que ce n'est pas non plus une part gigantesque de la production allemande, puisque ce n'est pas une très grosse part de la demande américaine. Et une partie du reste du monde, par exemple l'Italie, par exemple d'autres pays. Par contre, pour les pick-up qui sont importants aux États-Unis, on a essentiellement les États-Unis, beaucoup de Mexique et un tout petit peu de Canada. Donc, ça va être des effets différents sur les pick-up et sur les véhicules particuliers. Donc, on fait tourner notre modèle. Et si vous regardez la deuxième colonne ici, quelque chose de très simple qu'on vient de mettre à jour il y a quelques jours
pour publier une mise à jour d'un document qui est dans un e-book donc gratuit en ligne fait par le CEPR, le Center of Economic Policy Research. On peut calculer le pourcentage de variation de la production totale d'automobiles dans chacun de ces pays, donc selon leur exposition. Donc on dit, bon, bah, si les entreprises réajustent et les consommateurs réajustent leurs demandes en fonction des droits douane qu'on a observés jusqu'à août 2025, c'est-à-dire 15% pour l'Europe, 15% pour le Japon, 15% pour la Corée du Sud, mais 25% pour tous les autres pays, donc Brésil, Argentine, etc., et 12,5% pour Canada et Mexique. On a des effets qui sont très importants pour Canada et Mexique, hein, même si c'est que 12,5%, ça reste très important, moins 20% de production à peu près pour Canada et Mexique. Des effets très importants pour la Corée du Sud aussi, parce qu'on a vu que en fait, on va voir un petit peu, en fait, la Corée du Sud exporte encore beaucoup de Kia et de Hyundai directement de Corée du Sud. Ils produisent sur place, mais ils en exportent aussi beaucoup. Et pour le Japon et l'Allemagne, des effets non négligeables, mais quand même un peu plus légers, dû au fait que ça ne représente pas une partie énorme de la production allemande ou de la production japonaise. Puisque une bonne partie des voitures allemandes vendues aux États-Unis sont en fait produites sur place, en particulier dans des usines Volkswagen, Mercedes et BMW pour tout ce qui est les SUV en particulier. On a un effet sur l'Italie qui est loin d'être négligeable, c'est en fait des modèles de Jeep qui sont produits dans le sud d'Italie. Pareil pour la Slovaquie, qui produit beaucoup de Porsche en fait, qui sont exportés vers les États-Unis. Et puis, l'effet attendu, en fait, évidemment, pour les États-Unis, donc c'est une augmentation de 22% de la production. Donc, des effets qui sont vraiment loin d'être négligeables. Après, on a différentes versions du modèle. La quatrième colonne donne une version qui prend en compte des rendements croissants qu'on observe dans ce secteur-là et qui donc a des effets un peu plus importants, mais pas si différents de ça, in fine. Et puis sur la dernière colonne, on voit ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Donc en fait, c'est l'indice de prix des automobiles pour ces effets de Trump. Et on voit qu'en gros, ça va coûter 5% de plus cher en moyenne pour le consommateur américain d'avoir tous ces droits de douane, ce qui est encore une fois loin d'être négligeable, lié au fait qu'il n'y a pas de changement de prix sur les voitures américaines, mais sur l'ensemble des autres voitures. Donc voilà, ça c'est les résultats qu'on a au niveau des pays de production. On ne voit pas la France là, évidemment, parce que la France exporte des quantités totalement négligeables vers les États-Unis et donc est très peu touchée, est touchée de manière un peu indirecte, en fait, a plutôt tendance à bénéficier des tarifs de Trump pour les automobiles. Et la raison à ça, c'est qu'en fait, comme il y a des pays comme l'Allemagne et l'Italie où la production baisse, on a moins de rendement croissant pour ces pays-là et donc plus de place pour les véhicules français sur les marchés allemands et italiens. Donc on a un effet un peu paradoxal pour la France, lié au fait qu'elle n'est pas du tout spécialisée vers le marché nord-américain, elle exporte quasiment rien vers le marché américain, et donc qui pour ce bien-là, évidemment c'est très différent pour d'autres biens, bénéficie en fait un peu, mais c'est très marginal, des Trump tariffs. Alors, on peut regarder aussi ça au niveau de… Donc ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est qu'on utilise une base de données faite par des consultants qui s'appelle IHS historiquement et qui aujourd'hui, c'est Standard & Poor's, S&P qui produit ces données, où on a vraiment toutes les usines du monde qui exportent vers tous les grands pays du monde. Et donc, c'est quelque chose d'assez exhaustif et on sait d'où vient la voiture quand elle est vendue et combien sont vendus chaque année. Et là, c'est pour l'année 2024 en particulier. Et donc, pour toutes les ventes de chacune de ces entreprises, donc General Motors, Toyota, Ford, Hyundai, Honda, etc. Vous voyez Stellantis ici. Vous voyez toujours pas Renault parce que Renault n'exporte rien. Vous voyez son exposition en fonction de là où elle produit quand elle vend aux États-Unis. Donc typiquement, Ford produisent essentiellement aux États-Unis pour vendre aux États-Unis, un petit peu au Mexique, un petit peu au Canada, et puis
de manière très, très, très marginale dans le reste du monde. C'est pas la même chose pour General Motors parce qu'il y a pas mal de voitures General Motors en fait qui sont de Chevrolet en particulier qui sont produites en Corée, réexportées vers les États-Unis. On voit qu'il y a certains pays, certaines firmes, excusez-moi, comme Toyota, qui sont plus exposées parce qu'ils exportent encore pas mal de voitures du Japon, et Hyundai, dont je vous parlais tout à l'heure, qui exporte 50% encore de Corée, malgré le fait qu'ils ont des usines aux États-Unis, ils sont encore très exposés. Mais eux, du coup, ils peuvent quand même réallouer en partie vers leurs usines américaines, mais pas complètement, puisque c'est quand même coûteux de réallouer. Donc, on va avoir des différences d'impact qui vont être en fonction de ça. On voit une marque comme Tesla, elle ne peut, entre guillemets, que bénéficier des droits de douane parce qu'elle ne vend que des voitures produites, assemblées aux États-Unis, quand elle vend aux États-Unis. Les usines allemandes et chinoises de Tesla ne vendent pas du tout aux États-Unis, en fait. Et donc c'est ce qu'on va voir, d'ailleurs, si on voit Tesla, là, si on regarde ces dernières colonnes, on voit que Tesla, la simulation faite sur les droits de douane qui sont imposés, c'est à peu près 70 000 voitures en plus pour Tesla, ce qui est toujours pareil, non négligeable, par rapport aux 1 million, à peu près 2 millions de véhicules qui sont produits par Tesla tout court. Ils en auront 70 000 de plus vendus aux États-Unis. À l'inverse, et Ford encore plus, 170 millions, parce que c'est une beaucoup plus grosse entreprise, 3 millions de production. Et on voit que les entreprises comme Hyundai, donc ce que je vous disais, qui en gros font 60% de leurs voitures qui sont exportées de Corée, ont une grosse perte, donc 154 000 véhicules perdus pour Hyundai. Et on va avoir Volkswagen qui est dans ce cas-là aussi, Mazda qui exporte essentiellement du Japon, Toyota qui a 50% de sa production qui est locale, mais 25% qui vient du Canada et du Mexique et qui va être taxé, et 24% qui vient du Japon qui va être taxé aussi. Et donc, en net, ce qu'ils ont gagné aux États-Unis, ils vont le perdre en protection, ils vont le perdre sur leurs exportations en provenance du Japon et en provenance du Canada et du Mexique. Donc, Tata, c'est les propriétaires de Land Rover et Jaguar, et eux, donc, ils vont perdre parce que tout est produit au Royaume-Uni, et même s'ils ne payent que 10% de droits de douane, c'est toujours 10% de plus par rapport à la concurrence américaine. Donc, on voit bien la séparation un peu, et certaines firmes vont gagner. Donc, typiquement BMW, c'est un cas vraiment très intéressant. BMW produit l'essentiel de ce que BMW vend aux États-Unis. Et donc, en fait, les droits de douane pour eux, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils sont, pour cette usine américaine, ils sont moins en concurrence avec d'autres SUV qui sont exportés, eux, du Japon et de la Corée. Et donc, c'est une bonne nouvelle, ils produisent plus. Mais par contre, si on a, ce que j'ai marqué dans la dernière colonne, là, une guerre commerciale totale, donc ça, c'est un scénario où tout le monde met 25% sur les États-Unis, et les États-Unis mettent 25% sur tout le monde, et bien là, ils perdent des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils peuvent exporter moins de berlines d'Allemagne, mais aussi ils peuvent exporter moins de SUV vers l'Europe. Parce qu'il faut savoir que la principale exportation américaine vers le reste du monde, c'est les BMW et les Mercedes-Benz qui sortent de leurs usines américaines. C'est les premières exportations, beaucoup plus que Tesla ou évidemment que Ford et General Motors qui exportent quasiment rien vers le reste du monde. Donc ça nous dit des choses sur le fait qu'en gros, on va avoir des variations beaucoup plus grandes au niveau des pays qu'au niveau des firmes, en fait. Par exemple, typiquement, on va avoir des variations gigantesques entre moins 32 et plus 30% pour les pays. Et les firmes, comme elles sont beaucoup plus diversifiées parce qu'elles ont des usines un peu partout, et en fait, elles vont avoir de moins 4 à plus 8%. Et il y a des effets importants, mais ça reste quand même dans des ordres de grandeur de moins 4% pour celles qui sont le plus touchées. Okay. L'autre chose qu'on peut voir, qui est aussi intéressant, je pense, c'est que les intérêts des firmes ne sont pas forcément alignés, en fait,
avec leur pays d'origine, leur pays où elles ont leur siège social. Et puis, la dernière chose intéressante, c'est que en fait, souvent, dans certains cas, par exemple Volkswagen, si on avait une guerre commerciale, ça réduirait sa perte. Ce serait pareil pour Toyota, ce serait pareil pour Nissan Mitsubishi, mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ça empire les choses pour Mercedes et pour BMW. Donc, pareil, les entreprises entre elles n'ont pas tous le même alignement, et c'est peut-être ce qui explique que pour l'instant, on a assez peu de représailles en fait des pays, puisqu'ils ont même tendance à passer des deals très asymétriques et faire l'inverse de représailles. Et ça traduit peut-être des conflits d'intérêts entre entreprises et États, et puis évidemment que ce n'est pas seulement le secteur automobile qui est concerné, mais plein d'autres choses dans ces histoires. Je vous juste montre un petit peu en 5 minutes, si j'ai encore le temps. Alain, tu me couperas si je suis trop long. Oui, non, pas de problème, pas de problème. Je crois que c'est passionnant, donc Donc je continue. prends juste 5 Pas de problème, pas de problème. minutes pour finir ça sur l'aspect un peu plus long terme. Donc l'aspect long terme, c'est là, tout ce qu'on a fait comme simulation, c'est qu'est-ce qui se passerait si, qu'est-ce qui va se passer, entre guillemets, à moyen terme, c'est-à-dire quand on laisse les entreprises décider de réallouer les modèles en termes de production et potentiellement de réallouer aussi leurs inputs, peut-être de faire venir les moteurs de moins loin, etc. Et à long terme, elles peuvent carrément décider d'ouvrir et fermer des usines. Et en particulier, d'ouvrir des usines aux États-Unis et d'en fermer peut-être au Canada, au Mexique, en Europe, pour répondre à ces incitations. Alors, là, je vais vous montrer des choses sur le véhicule électrique. Donc, avant, c'était sur tout véhicule. Et là, c'est un autre projet, c'est un autre article qu'on est en train de finir avec Isaac, Mark Melitz et Chen Yang sur le véhicule électrique. Et on s'intéresse au véhicule électrique d'abord parce que c'est intéressant, ce secteur de manière générale, et aussi parce qu'il y a un aspect très intéressant qui est qu'il y a vraiment, encore plus que dans le véhicule traditionnel, une dépendance très forte d'un input particulier qui est la batterie, et qui a une part gigantesque du coût de production, entre 25 et 40% selon les modèles du véhicule électrique, c'est en fait le coût de la batterie. Et puis, il y a un autre facteur vraiment intéressant, c'est qu'il y a une marge extensive très importante en termes de choix de localisation. Donc, si vous regardez en 2015, donc un peu la préhistoire des véhicules électriques, mais il y avait déjà pas mal de production, mais ce n'était pas dans des volumes très importants, puisque là, chacune des bulles sur la carte vous dit le volume de production d'une usine d'assemblage de véhicules électriques. Donc, il y en avait vraiment presque pas en Amérique du Nord, un petit peu plus en Europe, et puis déjà beaucoup plus en Asie. Donc, il faut bien voir que la production de véhicules électriques en Asie, c'est pas nouveau. La Chine, c'est pas nouveau. Ils ont toujours eu plus de production liée à des réglementations sur l'immatriculation de véhicules, en particulier à Pékin et Shanghai, où ils ont fait le pari du véhicule électrique beaucoup plus tôt. Et le fait d'avoir des véhicules électriques asiatiques, c'est pas nouveau. Mais on voit qu'en 2023, on a dans les 3 continents vraiment une explosion du nombre de sites de production d'assemblage. Donc, on a vraiment une marge extensive très importante. Ils grossissent, ils se relocalisent et surtout, ils se multiplient. Avec même des véhicules électriques fabriqués en Turquie aujourd'hui et bientôt au Maroc et en Algérie. Donc, on va avoir vraiment déjà d'ailleurs en Algérie et qui sont appelés à grandir. Ça, c'est les usines de cellules de batterie. Donc, les cellules de batterie, c'est le composant principal d'une batterie de véhicule électrique. Et c'est vraiment le cœur de la technologie. C'est ce qui est compliqué à produire. C'est ce que nos fabricants de batteries en Europe aujourd'hui ont beaucoup de mal à monter en puissance par rapport aux productions asiatiques. Et là, on voit que aussi il y a de plus en plus de production, mais là, on voit que c'est vraiment, vraiment très, très concentré en Asie, et en particulier en Chine, mais aussi en Corée du Sud et au Japon, qu'il ne faut pas oublier. Les grands producteurs sont des producteurs chinois, mais aussi japonais et coréens. Et donc,
Ce qu'on fait dans ce modèle, on a 4 étapes, et puis je vais vous montrer ça de manière très, très succincte pour essayer de simplifier les choses et aussi de les présenter de manière concise. Dans une première étape, on va estimer les coûts bilatéraux d'acheter une batterie ou d'acheter un véhicule électrique en termes de distance, de droits de douane et d'accords régionaux en particulier. Donc, donc, on va prendre un exemple particulier. La Nissan Leaf, elle est produite au Japon, aux États-Unis et en Europe. C'est l'Angleterre pour l'Europe. Et donc, quand je veux servir un consommateur au Canada, le véhicule vient de l'usine américaine, mais il pourrait très bien venir de l'usine japonaise ou de l'usine anglaise. Et par ailleurs, cette usine pourrait avoir été disons, localisée ailleurs en Europe. Donc, on commence au départ en disant, OK, on prend les usines là où elles sont et on regarde quel est l'impact des droits de douane et de la distance sur le sourcing. Puis ensuite, on combine ça avec un modèle théorique pour estimer d'autres paramètres qui sont des paramètres de coût fixe, pour savoir quel est le coût fixe d'ouvrir une usine dans les différentes zones. Et ensuite, une fois qu'on a un peu tous ces paramètres, on peut faire des contrefactuels, en particulier des contrefactuels en termes de subsides à la demande et donc de subventions à la demande, un peu comme l'éco-score, mais pas seulement comme l'éco-score. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Pour vous résumer les choses, plutôt que vous montrer le tableau, je vais vous le décrire. Sur la partie des coûts, donc on a un effet de la frontière d'abord très important. Donc en fait, quand quelque chose est produit localement, on a 3 fois plus de chances de le sourcer localement, évidemment. Les accords régionaux ont tendance aussi à faire qu'on a beaucoup plus de commerce. Et la chose la plus importante, c'est que les élasticités aux droits de douane sont très hautes, donc de l'ordre de 8. Ça veut dire que là, vraiment, quand vous augmentez les droits de douane d'1%, vous réduisez le flux, la probabilité d'une usine d'être choisie de 8%. Donc, c'est vraiment une très grosse élasticité qu'on observe et qui va servir beaucoup à nourrir notre contrefactuel. Sur les coûts fixes, on observe que sur les coûts, à la production à la fois variables et fixes, donc là, pas les droits de douane, mais vraiment les coûts de production, on observe que ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on lit dans les journaux, mais là, c'est quantifié. En gros, produire une cellule, c'est la moitié moins cher de la produire en Asie que de la produire aux États-Unis. Les États-Unis et là, je me suis trompé, c'est les États-Unis et l'Europe, c'est à peu près similaire. Et puis, l'Asie a aussi des coûts fixes beaucoup plus faibles pour faire des véhicules électriques. Alors, je finis en vous montrant ce qu'on fait en termes de contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on met une subvention et quel type de subvention. Donc aussi, on va considérer 3 types de subventions qui correspondent un peu à ce qui se passe pour Inflation Reduction Act, donc les mesures de Biden qui ont été prises en 2022. Donc, avant la mesure de Biden en 2022, il y avait déjà des subventions à la demande, où quand vous achetiez un véhicule électrique, vous aviez une subvention, elle était un peu plus faible. Surtout, elle n'était pas conditionnelle. Donc, c'était une demande en bleu ici, ce qu'on appelle une subvention à la demande pure, un peu comme le bonus avant 2024 en France, où que soit produit la voiture, où que soit produite la batterie, on a la même subvention. Et donc, on voit que quand on donne une subvention de ce type-là, on augmente ici à peu près de 1,5 ou 2 le nombre de modèles qui sont produits en Amérique, et ici en Amérique du Nord précisément. Maintenant, on peut faire un deuxième type de subvention. On voit aussi que ça attire des cellules. Donc, ça, c'est le nombre de lignes de production, donc d'usines de production de véhicules automobiles. Et ça, c'est le nombre d'usines de cellules. Donc, ça attire des cellules parce que s'il y a plus de demandes de voitures assemblées, j'ai plus intérêt à ouvrir une usine aux États-Unis. Donc, ça, c'est exactement ce qui est attendu. Et sur le bleu.
Et puis, ça ne détruit pas forcément d'ailleurs des emplois en Europe et en Asie, puisqu'il y a plus de demandes de véhicules et certaines de ces cellules et certains de ces véhicules vont être sourcés en Asie et en Europe. Par contre, la subvention rouge, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui subventionne conditionnellement au fait que le véhicule soit assemblé aux États-Unis, celle-là, elle profite beaucoup à la production américaine et puis elle coûte évidemment à la production asiatique ou européenne. Donc ça, c'est la subvention, entre guillemets, qui conditionne seulement sur l'assemblage du véhicule. Mais ce qu'il y a dans Inflation Reduction Act, c'est ça conditionne aussi sur là où est produit la batterie. Et donc, à partir de 2027, c'était prévu, ou 2026, je ne sais plus, que la batterie doit aussi être produite aux États-Unis. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça a un effet de type Laffer curve. C'est-à-dire que là, pour le coup, les batteries sont tellement plus bon marché en Asie que forcer les producteurs à les produire aux États-Unis, c'est contre-productif. Et ça nuit, en fait, alors c'est bon pour les batteries, évidemment, mais c'est pas bon du tout pour les assembleurs, c'est-à-dire pour les constructeurs de véhicules électriques, qui du coup sont moins compétitifs pour bénéficier de la subvention. Et on voit qu'en termes d'objectifs écologiques, si on veut accélérer la transition vers le véhicule électrique, le mieux, c'est de faire une subvention pure, sans se soucier de la où. Faire une subvention conditionnelle aux véhicules produits sur place, c'est moins bien. Donc, on a un trade-off, entre guillemets, un arbitrage entre on produit plus de voitures aux États-Unis, mais quand même, on réduit l'adoption, quoi. Donc là, il y a une sorte d'arbitrage d'emploi contre transition. Et puis, c'est vraiment pas terrible en termes ni d'emploi, ni d'objectifs écologiques pour ce qui est de conditionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment notre résultat un peu phare, c'est que faire ces subventions conditionnelles, ça va avoir des impacts qui sont de temps en temps un peu contre-intuitifs et qui peuvent être contre-productifs si on conditionne de manière un peu trop forte en niant un peu les avantages comparatifs. Et c'est la même chose c'est assez similaire pour l'Europe. En fait, on est en train de travailler sur l'Europe, où on a aussi un niveau de subvention qui peut être, disons, excessif, mais un peu moins. Il y a un peu plus de logique à subventionner aussi la batterie en Europe parce que les coûts de production sont un peu moins mauvais, entre guillemets, par rapport à l'Asie qu'aux États-Unis. Donc voilà, je termine là-dessus. Et pour vous dire une dernière chose qui est quand même quelque chose, moi, que je trouve assez fascinant, c'est que l'Inflation Reduction Act, ça a vraiment généré, c'est maintenant assez reconnu, un boom d'investissement dans de clean investment, en gros, d'investissement dans les nouvelles technologies pour la transition, très, très impressionnant. Là, c'est l'Inflation Reduction Act, donc c'est vers la fin 2022. Et ce boom d'investissement, il est massivement dans les batteries et les véhicules électriques. Donc, c'est une part très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce qui se passe en termes de désinvestissement, c'est-à-dire d'annulation des investissements qui avaient été annoncés, en 2025, c'est essentiellement les batteries. Donc, en fait, ils sont très sensibles à ces subventions. Et Trump est en train de défaire et de détruire quelque chose qui, en fait, marchait relativement bien en termes d'usines produites. Voilà, donc je m'arrête là pour pouvoir répondre à vos questions. Désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps imparti. Merci beaucoup Thierry. Non, je crois que le dépassement était largement justifié vu l'intérêt de la présentation et la précision des données qui ont été apportées. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément intuitifs et qui même permettre d'approfondir la réflexion sur l'impact des tarifs sur ce secteur automobile, qui est quand même un secteur essentiel, le secteur automobile au sens large, que ce soit les véhicules électriques, les véhicules thermiques et également les batteries, évidemment. Donc, j'ouvre maintenant la séance des questions. Donc, que ceux qui souhaitent poser une question à Thierry Mayer se manifestent. Et
commence d'entrer. Donc là, je vois qu'il y a Jean-Christophe Gessler. Jean-Christophe, je te passe la parole pour une première question. Merci Alain, bonsoir Thierry Meyer. Donc Jean-Christophe Gessler de la Fabrique de l'Exportation. Une question peut-être un peu périphérique pour commencer, mais vous avez dit plusieurs fois que la différence de coût entre Asie et Europe et Asie et États-Unis était plutôt favorable à l'Europe. Est-ce que ça vient de la main-d'œuvre ou d'usines qui sont plus modernes, ou est-ce que vous avez des éléments là-dessus sur un peu l'état de la concurrence et de la compétition, l'avantage concurrentiel? Alors nous, donc là, il y a des rapports un peu, mais plus sur des cas particuliers qui pourraient être regardés de consultants qui regardent vraiment pour une voiture particulière, quel serait le coût, etc. Nous, on a une approche un petit peu différente, c'est un peu comme des préférences révélées. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que pour les cellules comme pour les véhicules électriques, ce qu'on observe, c'est si vous avez le choix, donc pour un véhicule électrique, de le faire venir en Europe, de le faire venir soit d'Asie, soit d'Europe, soit des États-Unis, quand vous avez une lutte entre guillemets entre deux usines américaines, une usine américaine et une lutte et une usine européenne vers des marchés qui sont même non européens, c'est souvent l'usine européenne qui gagne entre guillemets. Et donc ça révèle que forcément ces usines sont plus efficaces parce que c'est le même véhicule. Et donc, du coup, c'est la seule chose qui justifie, c'est un différentiel de coût. Donc ça, c'est ce que nos estimations révèlent. Là-dessus, il faut rester assez modeste et ça ne va pas être le cas pour tout. Et c'est vrai que ces estimations sont faites sur des échantillons. Vous voyez, c'est en gros de 2015 à 2023. Et ce qui est fascinant à la fois dans ces données et frustrant de temps en temps, c'est que à chaque nouvelle année, ça double un peu la taille de l'échantillon parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc, c'est assez sensible quand même à cette certaine échantillon. Quand une usine ouvre, ça change beaucoup notre. Vous voyez, quand une seule usine ouvre, ça change beaucoup ça peut changer nos résultats. Bien sûr. OK, merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question aussi de Jean-Pierre Mariassia. Donc, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Meyer. Bonjour, Alain. Bonjour, tout le monde. Moi, je suis du conseil en développement international et j'interviens cette année dans le secteur de l'automobile, donc ça m'intéressait particulièrement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est contre-productif de contraindre la production aux États-Unis en particulier pour les batteries, parce que c'est contre-productif. Enfin, quand on nie les avantages comparatifs, c'est contre-productif. En quoi, en fait, on nie les avantages comparatifs, si vous voulez, dans ce cas-là précis. Si les contraintes sont suffisamment fortes, ça peut annuler les avantages comparatifs, n'est-ce pas? Donc, quel est est-ce que vous pouvez préciser ça Bien sûr. Donc, quand vous forcez un producteur, mettons un producteur d'une Chevrolet ou d'une Ford, pour toucher la subvention, à avoir une batterie qui est produite aux États-Unis plutôt qu'en Chine, ce qui est un des exemples réels, en fait, vous allez faire deux choses. Vous allez dire, OK, il y a un coût qui baisse, c'est la distance entre l'usine de batterie et l'usine d'assemblage de la Ford. Donc ça, c'est une bonne chose. En revanche, en termes de coût de production, vous allez avoir une batterie qui est plus chère. Et donc, tout ce que vous faites, c'est que vous faites une distorsion. C'est-à-dire que vous allez conditionner, entre guillemets, cette subvention pour le consommateur au fait d'augmenter le coût. Et donc, en fait, c'est contre-productif au sens où ça réduit l'impact réel de la subvention. C'est-à-dire que la firme, elle va le faire, c'est profitable, entre guillemets, pour elle, donc elle va le faire, mais quand elle le fait, elle est obligée d'augmenter son prix, et donc ça contrebalance l'effet de la subvention. Donc, entre guillemets, l'effet distorsif compense en particulier l'effet de la distorsion. Donc après, contre-productif, nous, ce que ça veut dire, c'est que, nous, on a une approche très statique des choses, hein, et en dynamique, ça peut être un peu différent. C'est dire, vous allez du coup
déplacer moins, en tout cas, avantager moins Ford, les assembleurs, pour pouvoir avantager les producteurs de batteries, entre guillemets. Et vous allez désavantager le consommateur par rapport à une subvention pure. Vous voyez, ça dépend un peu quel est votre objectif. Si l'objectif, c'est d'assurer la transition la plus rapide, il ne faut pas le faire. Si votre objectif, c'est de construire une industrie de batterie aux États-Unis parce que vous jugez ça stratégique, alors là, oui, ça peut être intéressant. Mais il faut savoir combien ça coûte. Et nous, là où peut-être on peut être utile, c'est à chiffrer ça. Ça coûte de l'argent de produire quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus cher, entre guillemets, en tout cas au début, que ce qui est produit en Chine. Et là-dessus, c'est pas du coût du travail. Hein. Ah bon, c'est pas le coût du travail Alors, sur les batteries, absolument pas. Donc, sur les batteries, ça peut d'impact. C'est des produits vraiment extrêmement capitalistiques où, tout simplement, je ne sais pas si vous avez entendu les producteurs qui sont installés en France ces derniers jours de réclamer plus de subventions à Bruxelles. C'est en fait parce que ça met beaucoup de temps, beaucoup plus qu'ils avaient prévu, de monter en puissance en termes de production pour atteindre une masse critique qui fait que le coût moyen de production de la batterie baisse. Et en particulier, il y a toute une phase où ils jettent une énorme partie de leur production qui n'est pas au degré de qualité requis. Toute cette partie-là, ça prend du temps et les Chinois et les Japonais et les Coréens, en termes de production, ont beaucoup d'avance. Donc, c'est un cas où ce n'est pas du tout un problème de coût du travail, c'est un problème d'avance. D'accord. Ok, non, très clair. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a tendance à dire aussi, pour rebondir là-dessus, on a tendance à dire peut-être que dans ce cas-là, si on veut vraiment produire des batteries en France et en Europe et que c'est juste stratégique, on pourrait peut-être s'appuyer sur le fait que les producteurs chinois, japonais et coréens, en fait, ils ont une avance technologique. Et faire des ventures pour permettre d'aller plus vite, en fait. Oui, intéressant. Mais je crois qu'il y a une question de Didier Fouilly, donc je passe la parole. Il faut débuter, je veux dire. Didier Fouilly a levé la main. Non? Bon, il y a d'autres questions alors. Sur le. Voilà, Sarah a une question. Oui, Sarah. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Meyer. Merci beaucoup pour la très riche présentation. Je pense avoir compris, si on parle pourcentage, à peu près 15% du contenu, mais ça ne me restreint pas à l'idée de poser une question. Je suis désolée par ailleurs si c'est quelque chose que vous avez évoqué dans vos slides, mais je ne pense pas, parce que je n'ai pas vu notamment de fabricants chinois dans vos tableaux, du style BYD par exemple, dont on entend beaucoup parler. Et je voulais savoir si vous avez, au cours de votre étude, même si ce n'est probablement pas le centre de votre étude, mesuré à quel point c'est un fantasme, une crainte avérée qu'il y ait un report en fait, de l'augmentation des taxes douanières sur le marché européen, en fait, des fabricants chinois. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on lit à peu près tous les jours dans la presse. Alors, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, il n'y a pas de BYD. Alors, il y a différents tableaux, mais dans celui où il y avait toutes ces entreprises qui exportent vers les États-Unis, enfin, qui vendent aux États-Unis et qui donc sont touchés par les droits de douane, il n'y a pas de constructeurs chinois parce qu'il n'y en a aucun qui vend aux États-Unis. Comme ça, c'est très simple. Les ventes aux États-Unis de voitures produites en Chine, c'est 8000 véhicules qui sont des Polestar qui sont utilisés pour des taxis et des VTC. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, il n'y a aucune vente de véhicules produits en Chine quasiment. Et il n'y a aucune vente de marques chinoises produites ailleurs aux États-Unis. Donc, ça, c'est un choix fait par les États-Unis, en gros, de bloquer les ventes. Du coup, l'effet de report qu'il peut y avoir par les exportateurs chinois
vers les marchés européens, sud-américains, autres que nord-américains. Ils peuvent être tout à fait réels dans certains biens, mais pas du tout dans les automobiles. Donc, les automobiles, c'est pas possible, tout simplement parce qu'ils n'exportent pas aux États-Unis. Donc, il ne peut pas y avoir d'effet de report du tout de ce cas. Donc, en fait, la prohibition, ce que vous dites, c'est que bien avant l'histoire des taxes douanières, de toute façon, il y avait des restrictions. Il n'y a pas, par exemple, si un fabricant chinois veut ouvrir et veut apporter de l'investissement aux États-Unis et ouvrir une usine qui fabrique des automobiles, c'est un no-go à la base, c'est-à-dire c'est ça. Oui, Il est un peu comme ce qui se passe en Chine à l'inverse, en fait, c'est-à-dire qu'il y a ils ont des prohibitions de fait, en fait, à l'implantation d'entreprises étrangères. ouais. Alors, ça, c'est quelque chose qui est pré-Trump. Donc, en fait, c'est Biden qui a monté les droits de douane à 100% sur les véhicules électriques chinois et qui a dit non à des demandes d'implantation de véhicules chinois aux États-Unis pour des raisons stratégiques qui n'ont rien à voir avec voilà, qui n'est pas du tout la politique européenne. La politique européenne, c'est on met des droits de douane pour contrer les subventions. Déjà, c'est pour contrer les subventions face à une montée des importations de véhicules électriques en Europe, qui, elle, est réelle. Il y a vraiment des ventes de BYD que vous voyez tous les jours, mais EMG, etc. Et on met les droits de douane, mais on est ravis d'ouvrir nos portes potentiellement à des usines chinoises, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas de prohibition d'aucune sorte. Par ailleurs, la prohibition que vous disiez en Chine, pour les constructeurs étrangers, c'était pas une prohibition, c'était en fait une obligation d'avoir une joint venture. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, la Chine a dit, bon, bah, maintenant, le consommateur chinois va s'équiper en automobile au début des années 2000, fin des années 90. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas une vraiment très bonne technologie, c'est une catastrophe en fait. Et donc, on va inviter les constructeurs occidentaux, s'ils veulent vendre, parce qu'on réduit, on a des droits de douane à 25%, s'ils veulent vendre, en fait c'était encore plus haut avant, ils sont obligés de s'associer à un constructeur local. Oui. Et après, le transfert de technologie se fait dans la foulée et puis on est autonome très vite. D'accord, merci beaucoup. Le transfert, donc il y a un très très bon papier publié dans l'American Economic Review cette année-là, juste là, qui parle de transfert de technologie. Le transfert de technologie est réel vers les entreprises chinoises, entre guillemets, mais sur le moteur thermique, il a été extrêmement long. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'exportation de véhicules thermiques vers les pays développés. Donc, on a des productions de BMW, de Mercedes, de tout un tas de voitures, de Volkswagen, etc., thermiques en Chine, une production massive des usines qui n'exportent pas une seule voiture vers l'Europe ou vers les États-Unis. Ce qui veut bien dire qu'en thermique, ils n'ont pas rattrapé en vrai. Ils n'ont pas encore rattrapé. Sinon, on importerait tous nos BMW de Chine. Mais ce n'est pas pareil en électrique. Merci beaucoup. Je vois que Louis Clocher a levé la main depuis un petit moment. Donc, je passe la parole. J'écoutais patiemment. Et, évidemment, je me mets dans le fil de vous remercier pour la qualité des supports. Et ma question revenait à un tout début, quand vous avez évoqué qu'il pouvait y avoir des divergences entre les pays et les constructeurs. Je voulais savoir si vous aviez des exemples précis en tête. J'ai senti qu'il y avait un côté allemand, BMW ou Mercedes, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez partager? Donc ça, c'est vraiment le côté vraiment, disons, important, c'est que l'exemple BMW, Mercedes et Volkswagen, c'est vraiment un truc intéressant parce qu'en gros, s'il y a une représaille de la part de l'Europe, en fait, cette représaille est très coûteuse pour BMW et Mercedes, mais pas pour Volkswagen, parce que Volkswagen ne réexporte quasiment rien vers l'Allemagne. Il y a aussi une divergence potentielle, enfin, une convergence intéressante
mais avec un constructeur étranger entre l'Italie et Stellantis, entre guillemets, mais pour le côté Jeep. Donc Jeep appartient à Stellantis. Il y a une très grosse usine qui produit avec beaucoup de succès des Jeeps dans le sud de l'Italie, qui les réexporte vers les États-Unis. Et donc, en fait, il y a pour le coup, là, les droits de douane américains sur l'Europe, c'est une catastrophe pour l'Italie et pour Stellantis, qui, pour le coup, est une marque américaine qui est Jeep, qui voudrait bien continuer à exporter ses Jeeps vers. Voilà. Donc, en fait, c'est un patchwork très intéressant, très compliqué, qui vient du fait que les multinationales sont implantées dans plein d'endroits différents. Et il faut bien décoder les prises de parti, les prises de parole, effectivement, des constructeurs qui très souvent sont guidés par des histoires bien compréhensibles, hein, c'est leur job, hein, d'optimisation à très court terme, où si on leur met 25% de droits de douane sur des flux gigantesques, c'est très, très coûteux pour eux. Et qui n'est pas forcément l'intérêt du consommateur, et du producteur européen. Ça ne facilite pas les éventuelles négociations, même si en termes d'égalité sur ces sujets-là, je pense qu'il y a matière à évoquer, mais ça n'amène pas facilement à avoir un front uni pour aller contre ça. Ok, merci. C'est très difficile, du coup, d'avoir un front uni à l'intérieur de l'Union européenne pour ça. C'est aussi pour ça que la politique commerciale est du ressort de la Commission. Donc, normalement, la Commission devrait avoir une politique commerciale qui, justement, est un peu au-dessus pour éviter que les pays et les firmes se battent. Parce que, in fine, si on réfléchit 2 minutes à ce que fait Trump, c'est aussi très, très mauvais pour un certain nombre d'États républicains aujourd'hui du Sud qui avaient investi massivement dans le véhicule électrique et à qui il va enlever à la fin du mois, là, dans un mois, les subventions. Et donc la Géorgie, le Texas, tous ces pays, justement pas ces pays, ces États-là ont des intérêts contradictoires avec le Michigan, typiquement. Mais comme ils ont, entre guillemets, un État fédéral plus fort, ils ont réussi à dépasser plus que nous. Pour faire une mauvaise politique, mais... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit de Nas levé tout à l'heure, de Maria. Non. Oui, Jean-Pierre a une nouvelle question. Il faut se remettre le micro. Jean-Pierre, remettre le micro. Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Oui, donc finalement, vous pensez que du point de vue américain, Trump, il a raison, c'est l'intérêt des États-Unis à court terme, et puis pour le long terme et le moyen et long terme, à votre avis? Donc, dans ce secteur-là, avec des forts rendements croissants, la politique telle que je l'ai formulée, c'est-à-dire que je mets 25% de droits de douane sur tout ce qui vient pas des États-Unis, c'est certain que ça va avoir la théorie et l'empirique nous disent que ça va avoir le même effet que quand on essayait de se protéger des véhicules du Japon ou de la Corée du Sud, et donc ils ont une incitation à venir sur place. Ça ne change pas le truc fondamental qui est que de toute façon, à partir du moment où, quand vous êtes un producteur, par exemple Hyundai, et que vous dépassez 50 000 voitures à peu près produites ou vendues sur le marché américain ou européen, vous avez intérêt à faire une usine. Ça va juste accélérer les choses. Là où la politique perd tout son sens, c'est sur tous les composants. C'est une politique qui part dans tous les sens. C'est-à-dire que la taxe à 25% sur les composants, elle ne peut être que nuisible aux constructeurs américains aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une catastrophe quand vous avez un siège qui traverse 3 fois la frontière Mexique-États-Unis, c'est une catastrophe. Mais
on pourrait se dire, OK, les entreprises, elles vont apprendre que les chaînes de valeur globalisées, c'est pas bien, en fait, qu'il faut tout faire aux États-Unis et ça va créer des nouveaux emplois aux États-Unis. Sauf que le troisième effet qui se coule de la politique Trump, c'est qu'en plus, il fait ça de manière complètement erratique. C'est-à-dire qu'il dit une chose un jour, le contraire le lendemain, 3 mois après, il rechange. Et donc, en fait, là où c'est vraiment absurde, complètement absurde, même si il peut y avoir des aspects qui correspondent à la théorie, ce qui est vraiment totalement absurde, c'est de mettre tout le monde dans une situation d'incertitude où, en fait, les investissements qu'on veut déclencher ne peuvent pas se déclencher parce que les entreprises ne vont pas commencer à déplacer une usine à 1 milliard alors que dans 6 mois, tout le régime douanier peut avoir changé. Et donc là, ça ne fait aucun sens pour personne. Et tout le monde est très, très dubitatif, et très certainement les États étrangers aussi, qui fait que nous-mêmes, on signe des accords qui sont un peu bizarres, qui n'ont aucun sens au niveau de l'OMC, pas grand sens au niveau de nos pratiques traditionnelles. Donc, je crois que tout le monde est un peu perdu par ça. Mais est-ce que... Non, Trump n'a pas raison sur ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite à cette politique qui est liée au marché du travail aux États-Unis? Parce que si le but, c'est de relocaliser aux États-Unis des lignes d'assemblage d'automobiles, on sort quand même à deux sujets. D'abord, la situation de quasi plein emploi aux États-Unis, et deuxièmement, le fait que là, ici, ça n'est pas toujours déterminant, ça dépend un peu des secteurs, le coût du travail aux États-Unis est quand même extrêmement élevé. Et donc, on demande quand même s'il n'y a pas aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une limite de ce point de vue-là, une limite basiquement macroéconomique. Il y a la limite traditionnelle de n'importe quelle mesure protectionniste. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous faites payer ces usines, ces véhicules un peu plus chers aux consommateurs américains pour avoir plus d'emplois dans le secteur de l'automobile. Et ça, c'est un choix de politique économique qui fait pas grand sens parce qu'en fait, au lieu de mettre un droit de douane, il vaudrait mieux subventionner parce qu'en fait, ça a le même effet sur la production sans avoir l'effet sur la consommation. Donc ça, c'est un effet classique au lieu de mettre un droit de douane, si vous voulez absolument faire des voitures, subventionner les voitures, c'est toujours une meilleure idée. Il y a cet effet-là. Et il y a ce que vous dites qui est un peu plus macroéconomique, qui est effectivement dire de toute façon, dans une situation de plein emploi, ou quasi plein emploi, vous allez pouvoir récupérer des usines, mais avec un coût du travail supérieur. Alors, le coût du travail dans le secteur automobile, c'est à peu près 15% du coût final. Donc, ça, c'est pas. Voilà, c'est moins grave que dans d'autres secteurs, entre guillemets. Par ailleurs, par contre, ce qui est vraiment très contradictoire, c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent aller dans des usines d'assemblage et que si vous, en plus, faites la chasse aux migrants, ça va être un gros problème. Et comme par ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'usine Hyundai, mais quand en plus vous débarquez dans une usine Hyundai et que vous mettez en prison 300 Coréens qui sont en train de finir l'usine, c'est pas sûr que ça aide énormément à la confiance et à l'implantation. Donc toutes ces politiques sont, voilà, on voit bien que c'est réfléchi par des gens qui sont bourrus d'idéologie, qui même quand ils ont un PhD d'Harvard, sont pas forcément des très bons économistes. Et oui, c'est un petit peu. Il y a quelqu'un, je crois, qui voulait qu'on lui ouvre son micro. Son micro, oui, j'ai vu ça. Didier. Oui, mais moi, je ne peux pas le faire, je ne suis pas administrateur. Moi non plus, j'ai essayé, mais je ne le vois pas dans la liste et je n'arrive pas à le voir dans la liste, mais je ne peux pas, malheureusement. Quand je clique sur le micro, ça me fait rien. Je pense que c'est moi qui ai fait une fausse manip. C'est qui? C'était qui? Quelqu'un peut appuyer sur le micro. Je pense que c'est moi qui ai fait une fausse manip. Non, c'était quelqu'un d'autre, en fait. Ah bon? Un message, ouais. Monsieur Didier. Oui, Didier, oui. Et moi, il doit bien quelqu'un qui doit être administrateur dans ce groupe. Je ne sais pas. Je suis désolé, mais moi,
Moi non plus. Enfin, c'est pas moi qui a créé les liens. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Oui. Thierry? Ah oui, attendez, j'ai trouvé. Mais je peux pas le démuter, le unmute. Je pense que c'est seulement lui qui peut le faire, hein. Mais c'est Didier Fouilly. Il faut cliquer sur participant et ensuite cliquer sur En fait, son... c'est lui qui a son microphone Ah oui, en haut. Sinon, il faut Moi, qu'il je peux écrive pas. sa question. Il faut qu'il écrive sa question s'il a un Ah oui, problème. Oui, Ou alors c'est sur le une chat, option oui. aussi, oui. Exactement. dans la Dans le chat box. conversation. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Thierry Mayer? Écoutez, bon, s'il n'y en a pas d'autres, je crois qu'on peut remercier vraiment Thierry pour sa présentation, qui était extrêmement, enfin, vraiment passionnante et qui nous éclaire beaucoup avec des éléments extrêmement précis, extraits, chiffrés et objectifs sur la situation du secteur automobile. Ça nous laisse assez dubitatif sur le fond, sur la pertinence des mesures de droit de douane, mais enfin, c'est un autre débat. En tout cas, c'est utile, je pense, de pouvoir voir ça. Donc, j'en profite pour signaler aussi nos prochains événements de la fabrique de l'exploitation. Il y en aura un d'ailleurs le 24 septembre qui sera un peu sur le même thème, puisque c'est la stratégie de contournement des barrières tarifaires européennes par les constructeurs automobiles chinois. Donc là, c'est une autre approche. Le 7 octobre, nous aurons une sorte de bilan de la diplomatie économique française par Louis Pouille, le directeur de la diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères. Le 20 octobre, cette fois-ci en présentiel, donc ce sera une réunion physique que nous aurons Pascal Lamy, qui nous présentera sa vision de l'avenir de l'échange international. Et le 19 novembre aussi en webinaire sur comment le secteur du cognac s'organise pour faire face aux barrières tarifaires chinoises. C'est un autre sujet, mais intéressant aussi. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Je vous engage à continuer à suivre nos travaux. Je vous engage à adhérer aussi à Fabrique de l'exploitation à titre individuel ou par entreprise. Ça nous permet de continuer à travailler et à avancer dans cette direction. Merci à tous et merci encore Thierry et notre très apprécié et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.